Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler baladeur audiophile et on va parler cette fois-ci pas chinois, mais plus du côté donc de Corée, puisqu'on va parler ici de Kowon avec le Kowon Play-Nu D2. C'est donc un petit baladeur audiophile qui est vendu 350 €. Je remercie Benoît qui donc les vend officiellement en France et qui me les a passés. Et aussi, en fait, à la base, c'était donc Audio du Village qu'il avait. On a fait un petit échange avec les Play-Nu X30. Donc c'est un petit baladeur audiophile, donc comme je l'ai dit, à 350 €, qui a une petite puce, un CS43131 qui est une des puces en fait en dual DAC, donc en double, qui a la particularité surtout d'être prévu pour être en faible consommation. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a quelque chose de compact. En comparaison avec le Zishan T1, on a quelque chose qui est vraiment plus, déjà, en termes de profondeur, on a quelque chose de plus léger. On a quelque chose qui est un peu plus large, mais globalement, ça revient plus au Kowon qui a le côté un peu plus fin, donc plus facile pour mettre dans les poches, qui lui prend moins de place. Donc ça, c'est une première chose. On a quelque chose qui, forcément, face aux Zishan, qui sont là vraiment avec un design qui est très rudimentaire. Ici, quelque chose d'un petit peu plus raffiné, entre guillemets. Donc ce qui fait qu'on va avoir un côté un peu monobloc, enfin pas vraiment, mais ça fait un peu dans l'idée. Donc on a une plaque au dos qui est striée ici, avec ici le logo Kowon et écrit donc Made in Korea. On a du côté droit alors une petite vis, avec aussi toutes les fonctions de touche, donc volume, play pause, ainsi que le changement de piste. Au-dessus, on a un petit bouton un petit peu particulier, qui doit faire un petit peu la particularité de la firme, le bouton power ici, avec écrit High Definition Sound, Play-Nu. Et donc ici, alors par rapport à la version du D1, tout simplement, le D tout simplement, ici on a donc une sortie 3.5 et surtout une sortie 2.5 qui a été ajoutée. On a deux petites vis ici aussi pour le démonter et surtout du micro USB. Alors une première chose, le micro USB c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu amené à disparaître. Seul le tout dernier Kowon, alors j'ai plus le nom en tête, qui lui maintenant a de l'USB-C mais est vendu 900 €. Ce qui fait que bon, c'est un peu dommage et comme dit si bien Audio du Village, ils ont du mal à être dans l'air du temps. Donc ce qui fait que ici ça se ressent par exemple avec ce micro USB, ce qui fait que ça va être chiant et on va devoir toujours être sur du micro USB face aux smartphones qui sont en USB-C et donc avoir des câbles différents, étant beaucoup plus dans le côté justement comme je le disais smartphone, forcément ça a un impact. Aussi on a donc ici le port USB, donc port carte SD, donc on va mettre de la micro SD jusqu'à 256 Go, rien de spécial en soi. On a les touches ici, donc sachant qu'il est tactile, mais on a des touches ici pour le gérer. Alors par contre, il y a quelque chose d'assez étrange, dans le sens où donc il est sur le côté, donc déjà le fait qu'on ait toute la tronche qui soit prise par des différentes touches, ça permet pas d'améliorer l'ergonomie, puisque ça permet, par exemple, si on va remettre un jack, on va changer d'écouteur ou quoi que ce soit, il peut y avoir des fausses manipulations, et donc changer de piste par exemple, alors qu'on voulait rester sur la même, quand je voulais faire des comparaisons par exemple, et ce qui fait que c'est déjà pas terrible. Pour moi, la touche changer de piste ou changer volume aurait dû être mis ailleurs en fait, de l'autre côté, qui lui est vide. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, ça aurait pu être fait, puisqu'en plus de ça, il y a quelque chose de très étrange. Donc on va avoir le volume moins qui va être là et volume plus là. Donc la logique c'est d'aller, voilà, le plus est vers le haut, tout ce qui est plus logique. Sauf que revenir à la piste précédente ou revenir au début de la piste, ça va être vers le haut, alors qu'il faut aller sur la touche en bas, donc vers le bas, pour aller sur la piste suivante, ce qui n'est pas logique en fait, puisque tout devrait être sur le haut ou tout devrait être vers le bas. Là ça fait étrange, à moins qu'on l'utilise comme ça, sauf qu'il n'est pas prévu pour être utilisé comme ça. C'est assez étrange de ce point de vue là. Ce qui fait que l'ergonomie est un peu particulière. Globalement, après, en tout cas, globalement, c'est réussi, mais voilà. Pour cette chose-là, cette chose comment dire, c'est tout réellement, je trouve que c'est vraiment problématique au quotidien. Là, on a quand même le côté positif Play Pause qui est présent, même si je vois pas forcément l'intérêt, mais c'est vraiment le fait qu'on ait toutes les commandes au même endroit qui sont problématiques. Une dernière chose, alors par contre, il faut que je l'allume, j'en parlerai dans les fonctions. On a une partie logicielle aussi, donc une partie tactile, donc on a un grand écran tactile
tactile, qui donc est en AMOLED. Pour faire court, puisque je vais pas faire un spécial dédié à l'écran comme ce que je fais pour les smartphones, ici on se retrouve donc avec un écran qui est assez peu réactif, assez peu défini en tout cas. Ça c'est une chose qui, je ne sais pas si ça va se voir dans les plans, mais ça va se voir en tout cas dans la réalité, c'est très peu défini, c'est très lent, et j'en reparlerai sur la fonction, mais au moins on a ce côté tactile qui prend quand même une bonne partie de l'écran, donc pas trop de soucis à se faire. J'aurais peut-être fait différemment au vu du peu de fonctionnalités qu'il y a dédiées à l'appareil sur des fonctions basiques, et on en parle juste après. Au niveau des fonctions, alors comme je le disais précédemment, on a droit à un écran tactile. Par rapport à la version du D, la première version qui date un petit peu, on a une amélioration sur la gestion un petit peu des artistes, puisqu'on va avoir la gestion soit dossier, soit les favoris, soit donc toutes les chansons, les artistes, les albums, les styles de musique, ainsi que les années. Donc c'est différentes choses, ça permet de gérer. Ayant maintenant une gestion par dossier, je préfère celle-ci, notamment au niveau des playlists. Donc ça c'est une chose. D'ailleurs, il ne gère pas les playlists, j'ai l'impression. Il n'y a pas du tout de gestion des playlists, ce qui est un petit peu dommage. Alors à moins que je les ai loupés, on a Nouvelle Musique One Day, playlist. Là pour le coup, est-ce qu'il les gère? Ah si, il gère les playlists, pardon. Donc chose que je n'avais pas vue, j'avais pas vu que ça pouvait changer un petit peu, mais on peut changer les playlists en fait, juste hop, en décalant ici. Après, le plus gros problème, c'est surtout la navigation. La navigation est très particulière, puisque déjà, on peut le voir, c'est très lent. On a une réactivité tactile qui est très mauvaise, et aussi, tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau à voir. Alors là, ah oui, non, c'est les albums, mais ce qui fait que c'est pas terrible. Et on sent vraiment qu'il y a un faible rafraîchissement, un faible nombre d'images. C'est pas fou. Même pour changer de piste ici, hein, si je fais ça, c'est pas fluide du tout, il y a un temps de latence, hein, il y a une bonne seconde avant que ça change de piste. C'est pas terrible de ce point de vue-là. Donc vraiment, la gestion tactile est assez moyenne. On a une gestion ici, alors un peu particulière aussi ici, puisqu'on va voir donc si on veut faire le repeat ou non. Donc repeat globalement du dossier, de la chanson, etc. En aléatoire ou non. Donc ce que vous voyez ici ensuite. Vous pouvez changer ici, donc soit en 1, soit en 1, donc repeat one, soit sinon vous pouvez choisir dossier ou tous. Vous avez des paramètres, en fait le réglage, donc divers et variés qui vont être ici. Il n'y a pas grand chose à régler en réalité. D'ailleurs, on a même un côté un peu redondant de Jet Effect qui est donc le côté qui est l'égaliseur qui se retrouve en fait juste à côté. Après, on a différentes choses, la luminosité, etc. qui peut être réglable. Bref, pas de choses particulières précisément à dire. Mais ce qu'il y a ici, vous voyez là, on est dans réglage et en fait, pour revenir à l'écran précédent, le bouton retour ici est grisé. Il faut aller dans lecture. Ce qui fait que c'est très particulier. Ils ont une vision très particulière de l'interface qui mériterait réellement une grosse avancée aujourd'hui, sachant qu'en face, il y a quand même certains lecteurs, alors un peu plus cher, mais certains lecteurs sous Android, et qu'on a le côté connecté, etc., qu'on n'a pas. J'en reparlerai aussi juste après. Bref, on a différentes choses. La chose positive, c'est vraiment par contre l'égaliseur, qui est sympathique, puisqu'on va avoir ici, hop, si je le retrouve, on a un égaliseur ici qui va être assez efficace, puisque alors déjà, vous avez bien évidemment jusqu'à 4 réglages différents. Vous avez le mode normal, donc le mode par défaut, et vous avez les BBE, donc des réglages un petit peu particuliers, notamment le Mac 3 basse qui est extrêmement fun, et Viva 2 aussi, Viva 2 qui va donner beaucoup plus de musicalité, hein, beaucoup plus de fun à la musique, mais alors le Mac 3 basse, alors là ça vous donne une grosse basse, mais bien maîtrisée, une énorme basse à la fois qui est très contrôlée, mais aussi très importante, donc c'est assez cool de ce point de vue-là, et vous avez plein d'autres, vous avez vraiment un choix vraiment assez ahurissant en termes d'égaliseur, donc vous avez moyen de vous amuser avec et de pouvoir, si vous aimez bien vous amuser avec, aller sur différentes choses. Ensuite, que dire de plus? Sinon, au-delà de ça, on peut gérer ici, donc quand la musique est lancée, on peut gérer la piste, donc on peut voir le petit carré orange qui dit justement où on en est, et on peut aller rapidement d'un endroit à un autre de la musique. Donc ça, c'est une chose assez sympathique aussi. Que dire de plus sinon, en termes de fonctionnalité? C'est surtout que, pour le coup, c'est extrêmement basique. On n'a pas une interface qui est très bien développée. On sent réellement, pour le coup, que on est sur une interface qui est vieillotte, une interface qui date très rudimentaire aussi. Ça me fait énormément penser aux Zishan, alors que les Zishan sont justement rudimentaires de partout. Ici, on est sur du Common avec un lecteur à 350 €. On n'a pas de côté connecté du tout, on n'a pas de Bluetooth, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas d'application, comme certains peuvent le proposer. On est vraiment sur le strict minimum, et c'est un petit peu dommage parce que pour le coup, à mon avis, la concurrence doit pouvoir faire mieux. Et même aujourd'hui, avec tout ce qui est possible, ils devraient pouvoir faire mieux.
quelque chose qui, j'espère, évoluera, mais ici, c'est vraiment à l'essentiel. Alors, ça peut être un choix en soi, mais aujourd'hui, avec le tout connecté, etc., on devrait pouvoir faire mieux. Et au moins avoir le Bluetooth, histoire de se connecter au téléphone et pouvoir découvrir des nouvelles musiques le temps qu'on les mette dessus. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi important. Au niveau de l'autonomie, ce qui est annoncé, c'est jusqu'à 45 heures pour du MP3 et 30 heures pour des fichiers ARS. Ce qui a été noté globalement, je vous avoue que je ne l'ai pas testé autant que ça en termes d'autonomie, c'est environ 25 heures, sur plusieurs tests que j'ai revus, 25 heures en fichier ARS et un peu plus de 30 heures pour du fichier MP3. Ce qui est très très bon, et c'est, comme je le disais, en termes de présentation, c'est qu'on est sur un dual DAC qui est très peu consommateur et qui est prévu pour ça. Ce qui en fait donc un baladeur audiophile qui est très autonome, malgré le fait que vous ayez des casques assez gourmands. Donc c'est une bonne chose, et c'est plutôt agréable de pouvoir compter sur lui sans devoir le recharger très souvent. Sur la partie sonore, on se retrouve donc avec un Cirrus Logic 43131 en dual DAC, donc deux DAC en parallèle pour pouvoir faire le son de gauche, le son de droite et le son de gauche. Et donc, ce qui fait que on est aussi sur le fait qu'on ait de l'équilibré, donc du symétrique avec du 2.5 mm et du 3.5 mm, même si ça n'a pas fait le focus, mais vous m'aurez compris. Donc, ce qui fait qu'on a un son qui est qui est plutôt neutre, qui est même très neutre. On a quelque chose qui est très semblable, quand c'est bien alimenté, qui est très semblable à ce que propose le Zishan T1. Donc c'est vraiment très neutre. C'est une présentation qui, par défaut, en mode normal, en tout cas en termes d'égaliseur, va permettre en fait de mettre n'importe quel casque de façon neutre. Et après, vous pouvez vous amuser avec l'égaliseur qui est très bon, qui est très efficace et qui permet de vraiment bien s'amuser sans que ça fasse artificiel. Donc ce qui fait que c'est quelque chose de sympathique à l'ajout. Et je le trouve par exemple beaucoup mieux maîtrisé que Zishan, mais encore une fois, Zishan c'est un peu différent et beaucoup plus rudimentaire. Donc au moins il y a aussi cette bonne impression. C'est plutôt bien détaillé, c'est assez rapide et globalement assez bon. Après, selon les intras, on va avoir quelque chose de différent. La chose très positive que j'ai par rapport à moi et Zishan là-dessus, c'est l'alimentation des casques. Donc d'une part, il peut alimenter n'importe quel casque parce qu'il a une très forte puissance de sortie. Donc ça, c'est une bonne chose pour ceux qui ont des casques qui sont très gourmands, ce que je n'ai pas, donc je n'ai pas pu tester personnellement. Mais moi, j'ai pu tester par rapport à divers intras. J'ai testé les AudioSense AQ3, les AudioSense T800, ainsi que les UFO Heur UFO 112. Et ce qui fait qu'on a des choses très différentes entre eux. Ce que je remarque, c'est que justement, sur le Zishan et sur le Kowon, le UFO Heur est aussi bien alimenté sur l'un que sur l'autre. Alors pourtant, il est censé être assez sensible, justement, mais on a une présentation qui est très bonne, qui est très belle, on n'a pas de grosses différences, on a une scène qui est plutôt large, le côté assez neutre, une bonne profondeur en termes de basse, une bonne scène, voilà. Donc, tout est bien, en fait, tout est à peu près équivalent. J'ai pas senti de réelles grosses différences, voire peut-être légèrement plus de détails sur le T1, mais ça reste vraiment très très léger. Par contre, et c'est là où le T1 va perdre en performance, c'est par rapport au AQ3 et beaucoup plus par rapport au T800 que je vais reprendre directement, qui eux sont des intras qui sont très sensibles et très sensibles à la source. Si la source est trop puissante, clairement, les armatures équilibrées dans les basses vont être très mal alimentées et clairement, on va avoir une signature qui va être montante. Ce qui est le cas sur les T1, ce qui fait, et c'est encore pire même sur le Zishan DSD, puisqu'on va avoir une signature qui est très très moche, tout simplement, sans vie, très fine, très peu détaillée, pas beaucoup de corps, c'est pas très agréable. Alors que par contre, si je le prends sur le Kowon, il est alimenté comme ce que devrait l'être sur un smartphone, donc il gère bien l'alimentation, et on a une bonne profondeur, on a une signature en V comme c'est prévu pour les T800, avec une bonne profondeur de basse, une basse qui est très proéminente, tout en gardant une bonne clarté. Ce qui est une bonne chose, et ce qui va permettre d'être beaucoup plus polyvalent par rapport aux intras que vous allez mettre par rapport au T1. Donc c'est aussi une chose qui est intéressante en tout cas à comparer, et que je ne connaissais pas en tout cas par rapport aux intras divers et variés, et ça permet de varier les sources, et ça permet de voir la différence de gestion des sources ici. Donc c'est une bonne chose, et le son est vraiment très très bon, comme je l'ai dit. Après, ayant comme seule comparaison directe le Zishan T1, il y a des fois où le Zishan T1 sera meilleur, dans le sens où on sentira qu'il est un peu plus rapide, un petit peu plus détaillé, avec une présentation légèrement plus brillante, et comme je l'ai dit, parfois, comme lui il alimente mieux, on aura quelque chose qui sera peut-être un peu moins détaillé, mais globalement alimentera beaucoup mieux l'ensemble des choses. Je ne connais pas réellement la qualité sonore, et j'ai dû pour le coup regarder sur d'autres sites et regarder un petit peu tout ce qui est dit par rapport aux divers tests. Apparemment, ils se défendent très très bien en termes de qualité sonore, ce qui est une bonne chose, et ce qui va permettre de bien se défendre par rapport à la concurrence sur purement la qualité sonore, et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Donc pour un premier baladeur à 350 €, moi qui cherche surtout la qualité sonore, eh bien je n'ai quand même pas été déçu.
Alors, que peut-on conclure donc de ce K1 Plenu D2? Eh bien, c'est un baladeur audiophile qui, pour le coup, c'est le premier un peu plus occidental que je teste, mais qui, néanmoins, se défend très bien. Ça me permet déjà d'avoir un premier point de vue face au Zishan T1, qui a une conception très différente, et qui fait que, alors, d'une part, je vois que le Zishan T1 se défend très bien globalement, mais c'est plus sur l'alimentation, selon les intras, qu'il va pêcher un peu. Ce que je remarque surtout, sur le Plenu D2, c'est surtout en point positif. Donc, on a une très bonne qualité sonore, on a le choix du 3.5 ou 2.5 selon les gens, on a l'écran tactile qui est présent, la gestion assez globale des fichiers jusqu'au DSD 128, ce qui est assez bon, une très bonne qualité sonore pour le prix, et une énorme autonomie. Globalement, ça va être ça les points positifs, donc globalement pour un baladeur audiophile, il coche à peu près toutes les cases, ce qui est une bonne chose. Par contre, en point négatif, on va pouvoir mettre le fait qu'on ait un écran tactile qui n'est pas très réactif, avec une interface vieillotte et lente et pas du tout fluide. On n'a pas d'USB-C, ce qui est très dommage aussi à l'heure actuelle, sachant qu'il est sorti en 2019, en mars 2019. On a aussi, quand je dis l'interface vieillotte, on a aussi le fait qu'il ne soit pas du tout connecté. On n'a pas de Bluetooth, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a rien en fait. On n'a même pas de gestion ici, en tout cas, j'ai pas eu l'info, on n'a pas de gestion pour l'USB DAC. Donc on est vraiment sur l'essentiel, le minimum, et ce qui est un peu dommage, on est proche des Zishan, sachant que les Zishan, eux, ont quand même l'USB DAC. Ici, on va pouvoir avoir la recherche par artiste, etc. C'est un peu moyen. Autre chose que j'ai oublié d'ailleurs de mentionner, c'est qu'au démarrage, il va faire à chaque fois un scan de la carte SD, pas un scan complet, mais juste un scan pour voir s'il y a des nouveaux fichiers. S'il les connaît déjà, ça va prendre une trentaine de secondes, mais ce qui fait que c'est là-dessus où ça m'a beaucoup empêché de l'utiliser au quotidien, parce que moi qui l'utilise quand je fais en pause au taf, ou quand je sors du taf, ou quand je vais aller rapidement checker une vidéo sur YouTube sur mon téléphone, et bien le truc c'est que je vais débrancher, je vais le mettre sur mon téléphone et je vais revenir dessus. Le problème étant que dès que vous allez le débrancher, il va se mettre en pause et s'éteindre, ce qui est plutôt bien pour l'économie d'énergie, par rapport au Zishan T1 qui le gère pas du tout par exemple. Et bien là le truc c'est que à chaque fois que vous allez allumer, il va refaire ce scan et vous allez perdre 30 secondes, 1 minute à chaque fois pour qu'il refasse ce scan et pouvoir enfin l'utiliser. Ce que pour le coup, c'est chiant quoi, c'est réellement très chiant. Surtout qu'aujourd'hui on sait faire, par exemple, encore une fois je reprends l'exemple d'Android, mais c'est un exemple qui aujourd'hui date d'il y a presque 10 ans, vous mettez une carte SD, il va tout scanner, une fois qu'il a scanné, il sait qu'elle est là, il sait qu'elle ne bouge pas, donc il n'a pas besoin de rescanner à chaque fois que vous l'allumez, c'est directement disponible. Ça devrait être le cas ici. C'est-à-dire que vous avez mis une nouvelle carte SD, il va détecter cette nouvelle carte, et donc il va scanner. Mais comme il n'y a pas eu d'autre activité, une fois que c'est fait, il ne devrait pas avoir à rescanner continuellement. Sinon, c'est une perte de temps totale, et on se retrouve à attendre à chaque démarrage que l'appareil ait fini de scanner. C'est une perte de temps colossale, je trouve. C'est très chiant au quotidien. Et quand vous avez un Zishan T1 qui, lui, quand il s'allume, il est directement disponible, clairement, on sait lequel utiliser. C'est ça qui est très chiant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est amélioré en tout cas, et sachant que je crois que sur le dernier Plenu, j'ai pris rapidement en test, et c'est Audio du Village qui l'a actuellement. Le chat vient m'emmerder un petit peu. Eh bien, le truc, c'est que c'est quelque chose qui devrait réellement améliorer. Il y a un réel travail à faire sur l'interface, parce que là, c'est quelque chose qui commence à faire vraiment dater, qui n'est pas dans l'air du temps, et qui a vraiment besoin d'une grosse amélioration. Le problème, c'est que c'est K1. Alors, oui, il y a le son, mais pour moi, ça n'excuse pas tout. J'ai vu certains tests disant, vu qu'il est génial en termes de son, il est génial tout court, mais le problème c'est que sur le côté connecté, sur le côté interface, il y a des réelles améliorations à faire. Autant sur un Zishan T1 qui met tout dans la puce audio et qui ne met rien dans le reste, ça s'excuse plus ou moins. Ici ça s'excuse moins, même s'il a un très bon son. C'est une marque qui est présente depuis plus longtemps, qui s'y connaît plus et qui devrait s'adapter au marché. Pour le coup, au moins l'interface, peut-être pas forcément le côté connecté, mais au moins l'interface devrait s'améliorer de façon drastique. C'est quelque chose qui, en soi, en termes d'expérience utilisateur, est important. Donc ce qui fait que ça peut donner qu'une meilleure expérience si vous le faites correctement. Voilà pour ce test, j'espère que vous aurez apprécié. Ça me fait un peu bizarre de pouvoir tester du occidental, ça me fait un petit peu étrange. J'espère que vous aurez apprécié un petit peu tout ceci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et on se retrouve pour de prochains tests dans une prochaine vidéo. Je remercie bien évidemment tous ceux qui me supportent sur Utip, sur Tipeee bien évidemment, comme d'habitude, c'est toujours très sympathique de votre part, pardon. Et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, vous avez tout dans la description. Je vous dis à bientôt.